Ça n'a aucun bon sens. Bon matin à vous tous. On termine une conversation, moi puis Gilbert, justement sur les cheveux, en parlant de nos enfants, quelle longueur de cheveux que nos enfants ont. C'est assez incroyable. Fait que moi, mon rendez-vous est demain. Ça, je suis super hâte à demain. Ça va être un changement qu'il va y avoir devant nous autres. Merci à vous tous d'être là. Ici Justin Larochelle d'imofacile.ca. Je rencontre un matin Gilbert Mercier-Dexiane qui va nous parler de Flip. Mais juste avant de parler de Flip, Gilbert, on va parler de qu'est-ce qui s'en vient ce soir. Ce soir, on a la soirée mensuelle, les amis. C'est la soirée on va avoir des périodes à l'avance avant la soirée mensuelle, entre 18h et 19h. On va faire des chat rooms ou des breakout rooms ou des salles de réseautage juste avant la rencontre. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est que vous allez avoir accès à des liens. Fait que si vous allez voir sur le Facebook de Immopreneur, vous allez avoir accès à des liens et les gens vont pouvoir choisir soit le flip, soit la location achat, soit le prêt privé, soit différentes choses qu'on est capable d'aller, qu'on va vous jaser. Et les coachs vont être là, répondre aux questions, puis faire du réseautage, puis animer le réseautage aussi. Fait que ça, c'est ce soir. C'est pas sur le Facebook Imo Facile, c'est sur le Facebook Immopreneur. Et n'oubliez pas, pour vous inscrire au Facebook Immopreneur, vous avez 3 questions à répondre. Avez-vous vu le dernier livre de Justin? Et c'est quoi votre type d'investissement que vous voulez? Puis c'est quoi votre adresse courriel? C'est les 3 choses que vous avez à répondre. Et si vous oubliez une des 3 questions, malheureusement, le système ne vous fait pas rentrer à l'intérieur. Ce qu'il faut, vous répondre aux 3 questions et c'est gratuit pour avoir accès au Facebook. Fait que c'est Immopreneur. Il y a à peu près 8000 personnes présentement qui sont sur le Facebook. On a le calcul de multilogement cette semaine. Il y a plusieurs personnes inscrites déjà. C'est le jeudi soir, calcul de multilogement. Fait qu'on va vous montrer c'est quoi la bonne valeur économique, c'est quoi la bonne valeur marchande, comment on fait pour être capable de trouver, pas comment on fait qu'on va être capable de trouver un deal, comment on fait pour calculer le deal, et on fait ça jeudi soir. Et vendredi, toute la journée, on a le nouvelle cohorte de coaching double qui part, et c'est la cohorte du 19 juin. Et elle est spéciale, cette cohorte-là, parce qu'elle va être très courte. Elle va durer du 19 juin à la fin septembre et vous allez pouvoir faire tous vos cours en accéléré pour les gens qui veulent faire ça vite. C'est une belle façon de faire. OK? Fait que c'est ça qui s'en vient. Merci à notre ami Robert Forcier qui est en ligne. José, on a Jean, Rod, Pierre Papillon. Bon matin, Pierre. Jean-François, Marie-Josée. Fait que allons-y, Pierre Papillon en passant, il est de la région de Québec et c'est un des plus gros prêteurs privés au Québec. Fait que si vous avez besoin de prêts privés pour faire vos flips, mais je suis sûr que Pierre, tu vas répondre oui probablement dans le texte, mais je suis sûr que Pierre va pouvoir vous aider. Je ne sais pas combien de milliers de prêts privés que tu as fait à date, mais j'ai entendu dire, Pierre, que c'est au-dessus de 5000 prêts privés que tu as fait. Fait que bravo à toi. Fait que allons-y avec le flip, Gilbert. En premier, c'est quoi un flip? Comment tu définis ça dans ta tête, un flip? Comment ça marche? Es-tu là? Ben, un flip, essentiellement, ça va être l'achat. Oui, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends là, oui. OK, good. Essentiellement, un flip, c'est l'achat et la revente de propriété, soit avec ou sans travaux, dans un court laps de temps. Donc, essentiellement, tu vas te trouver dans une situation où est-ce que tu vas faire l'achat, habituellement, on va faire des travaux, assez de travaux pour justement être en mesure de vendre la propriété. Et par la suite, ben, on va se mettre dans la situation où on se dit, ben, on veut un profit. Donc, tout ça va se calculer d'avance et ça devient un projet qui est prévisible en nature. OK. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de flips que les gens font, puis en réalité, c'est pas des flips? As-tu des exemples? Oui, absolument. Les gens, avant tout, vont penser que s'ils habitent dans une maison pendant 1 an,
que là, ils disent, ben, j'ai habité la maison, je l'ai revendue, et là, j'ai fait un profit, donc c'est un flip. Ça, ce n'est pas un flip. Et les gens, encore pire, vont penser qu'ils sont à l'abri de l'impôt quand ils font ça. C'est le plus gros danger et c'est un des premiers mythes qu'on va enseigner aux gens dans les cours qu'on donne. Tu ne peux pas faire ça. Si le fisc décide de venir voir ce que tu as fait là, oh là là, attache ta tuque, hein, de ce côté-là. La même règle s'applique, même si tu as habité 3 ans, 5 ans, ben, c'est toujours pas un flip ce que tu as fait là. C'est le court laps de temps qui fait en sorte et ça devient vraiment une business quand que tu vas réaliser ça. Outre ça aussi, les gens qui pensent qu'en rénovant leur maison et qui continuent à habiter dans la maison, ben, ça devient un flip. Ben, c'est pas un flip. Il te manque une partie de l'équation, la vente. Exactement. C'est la vente qu'il faut aller chercher le plus rapidement possible. Et question pour toi, comme ça, là, t'as-tu continué à faire du flip dans le temps du coronavirus ou t'as tout arrêté ça et t'as dit, hey, non, il y a un danger avec le corona, on va arrêter tout ça. Qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'ai fait, j'en ai profité. J'avais une propriété, comme tu avais vu. Gilbert, ton réseau est très, très lent. Il coupe ta parole, elle arrive après ton visage. Est-ce que tu as quelque chose dans ton ordi que tu es capable de fermer? Ce qui bouffe de l'Internet ou parce que c'est super lent. Puis d'habitude, c'est pas lent comme ça quand on se parle. C'est ce que je vais justement. Non, il y a peut-être le background qui fait un. Pas lent comme ça. En effet, laisse-moi regarder ça tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as un PC? Je pense que tu as un PC, toi. C'est un peu mieux ou non? Pas du tout, hein? Ah oui, là, c'est beaucoup mieux. Ouais. Là, on voit moins de quadrillage. Ouais. On voit moins de quadrillage, mais il y a un petit délai encore. Okay, parfait. Fait qu'allons-y. Fait que toi, est-ce que t'as-tu arrêté de faire... C'est peut-être tes enfants qui jouent au Xbox en bas, là. Ça se peut que ce soit ça le problème, justement, que ce soit très lent de ce côté-là. Ce n'est pas normal que ça fasse ça, pas du tout. Là, ça devrait être un petit peu mieux. Là, j'ai fermé des choses moi aussi de mon côté. Mais oui, j'ai continué à faire des flips. Est-ce que c'est un peu mieux? Est-ce que tu m'entends maintenant? Ah oui, il y a une méchante différence. Là, ta voix suit les paroles. Vas-y. OK, excellent. Mais oui, j'ai continué définitivement, moi, à faire des flips durant cette période-là. J'ai un projet qui est en cours, un projet qui demandait des travaux de grande envergure. J'en ai profité, j'avais des travaux qui rentraient dans ce qui est une notion de service essentiel. Et j'ai profité, moi, pour réaliser ces travaux-là durant la période et de garder un contact extrêmement serré avec tous mes corps de métier pour que, justement, je m'assure d'avoir les gens qui soient prêts et qui soient là au rendez-vous vraiment pour être capable de travailler sur mon chantier durant la période, même si on était à l'arrêt. Et c'est quoi le service essentiel que tu avais qui permettait de continuer? Non, Gilbert, ton réseau, beaucoup de misère. Bon, fait que notre ami est débarqué, fait qu'il va revenir. Fait que juste pour les gens qui, je crois que c'est un samedi il y a à peu près 3 semaines ou 4 semaines, dans les entrevues aux alentours des années 50, des entrevues numéro 50, c'est qu'on a été visiter un flip avec Gilbert. Pour ceux-là qui s'en rappellent, c'est un flip d'un duplex on a visité tout le premier étage et le deuxième étage. On a visité le premier étage et le sous-sol. Et le deuxième étage, on l'a pas visité. Il y avait un locataire qui était là. Et il y a beaucoup de gens, suite à cette rencontre-là, qui nous ont dit tabarouette, il y a domaine de travaux, je pense que le flip est pas pour moi. C'est sûr que Gilbert est ingénieur en bâtiment. Gilbert a sa licence d'entrepreneur aussi. Ça fait que pour lui, c'est relativement facile d'aller faire des rénovations comme ça parce qu'il y a une bonne équipe aussi qui est embarquée avec lui. Fait que c'est pour ça que c'est ça qu'on a vu quand on a fait quand on a fait la visite le samedi. Je leur expliquais la visite qu'on avait faite le samedi, il y en avait beaucoup qui avaient trouvé qu'il y avait trop de travaux pour eux autres,
mais ça fait partie de ton métier. Tu as fait ça pendant des années. Est-ce que tu es revenu? Exactement, c'est en plein ça. Ça devrait aller mieux. Oui, je suis de retour. Là, ça devrait aller mieux. Je suis sur mon hotspot de mon cellulaire. Pour ceux qui ont des enfants, comprennent bien ce qui est arrivé. Je pense que mes enfants ont causé un certain dommage à mon PC. Ils ont joué au soccer, ils ont arraché le câble réseau de l'ordi. Ça se peut que c'est ça qui est fait mal. L'ordi, justement, va être remplacé cette semaine. OK, excellent. Écoute, pour ceux qui ont des gens qui vont faire me comprendre, mais hey, c'est lent. C'est lent, ça n'a aucun bon sens. Donnez-moi une seconde, je me reconnecte avec mon cellulaire tout de suite. Je reviens dans une seconde. On a Sophie qui nous dit il y a un délai comme dans un film étranger double en français. Les lèvres ne bougent pas en même temps. Oui, on est en train de regarder ça, Nick. Nick qui nous dit, pas Nick, mais Sophie. Nick qui nous dit, va sur le site de ImoFacile et tu pourras t'inscrire ou bien appelez chez ImoFacile, ils pourront t'inscrire directement. Exactement. Et là, j'ai mis le lien pour le calcul de rentabilité. C'est Marc-André Gagnon qui demande, j'aimerais ça être capable de m'inscrire au calcul de multilogement. Fait qu'on a ça là. Bon matin, Patrick. Bon matin, Jasmin, qui est souvent là avec nous autres. Jasmin, merci. Et je vous ai mis le lien aussi pour le site le Facebook de Immopreneur pour les gens qui veulent venir avec nous ce soir pour la soirée mensuelle. On va avoir un gars, comme je disais hier, qui a, c'est incroyable la quantité de multilogements, de la quantité d'immeubles qu'il a construit. Et aussi, c'est un entrepreneur dans l'âme. Vous allez voir tout ce qu'il a pu faire. C'est notre gros invité ce soir, pour pas dire gros, mais grands invités plutôt. Sophie qui nous dit, on a la chance d'avoir toutes les entrevues sur la page Facebook ImoFacile. Exactement. Fait que si vous voulez aller voir l'entrevue de Gilbert, ça s'est passé samedi. Sophie, si t'es capable de me le trouver, s'il te plaît, pour montrer le flip de Gilbert. Ça s'est passé il y a peut-être 3-4 semaines. On est rendu à l'entrevue numéro 88 aujourd'hui et on cherche encore des gens pour les interviews. On cherche encore des gens pour qui ont des choses à raconter en immobilier, qui ont des choses intéressantes pour les gens. Fait que si vous avez des contacts, des gens que vous pensez, j'ai eu des super bonnes références qui me sont venues. Entre autres, dimanche, on a eu une personne qui est venue nous parler de la planification stratégique d'une entreprise. Ça a été super le fun. Et Steve qui nous dit, ça a été très bon cette journée-là. Oui, la journée qu'on a visitée avec le flip avec Gilbert. Marc qui demande, c'est quoi le nom du prêteur privé dans la région de Québec? Il s'appelle Pierre Papillon. Et son nom de compagnie s'appelle Capital Transit. Fait que Pierre, si tu es encore en ligne, tu peux-tu mettre, s'il te plaît, ton lien sur Internet, etc. Et Pierre a qu'est-ce qu'on appelle un site Internet qui qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est capable de vendre des produits, des immeubles qu'il a repris ou des roulottes. Et si tu peux mettre le titre, s'il te plaît. Gilbert est ouvert à deux. Parle donc, voir. Oui, là, est-ce que tu m'entends? Ah, là, c'est 10 fois mieux. Bon, OK. Je te vois pas, mais au moins je t'entends. Excellent, c'est bon. Fait que tu ne pourras pas faire mes niaiseries de ma face. Exactement. En passant, Robert Forcier, il te fait dire, il va falloir que tu fasses un flip de PC. Honnêtement, le problème, c'est pas le PC. Le problème, c'est le dommage causé par d'autres à mon PC. Mais le produit de remplacement va être un Surface. Donc, c'est quand même un PC. Tu vas être déçu. Mais j'ai acheté quelque chose de vraiment très performant. Écoute, c'est un outil de travail. Puis, regarde, ce matin, j'en suis désolé. Mais là, je suis tout à toi. Là on devrait plus avoir de problème. Excellent. Fait que on parlait, tu as continué à faire des flips dans le Corona, t'as pas arrêté. Là, présentement, combien de flips qui roulent en même temps?
Ben, j'ai un chantier qui est en cours actuellement. J'en avais un autre qui était pas dans le fond un flip. J'avais un chalet centenaire que j'ai rénové avec des partners. On a fait des travaux d'envergure à l'intérieur et il va être justement il est en location actuellement le chalet. Et en parallèle, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs offres d'achat où est-ce que j'étais en deuxième rang, j'étais accepté. Il y en a d'autres que dans le fond n'ont pas passé, mais je demeure très, très actif. Mais j'ai un gros chantier en cours qui devrait d'ailleurs être terminé bientôt. Il m'en reste pas beaucoup. OK. Là, tu es en train de dire aux gens que tu as un job à temps plein, tu viens de rénover un chalet, tu viens de rénover 2 flips, puis tu as 5-6 autres offres d'achat qui arrivent. Qu'est-ce que tu fais pour faire ça, Gilbert? Et les gens ont tout le temps peur de dire « Ah, je peux pas faire du flip dans le temps que j'ai une job. » Et toi, tu enroules 2 à 5 en même temps. C'est l'organisation. Essentiellement, Justin, c'est l'organisation. Je suis très, très, très bien organisé quand que je vais réaliser mes projets. Je vais m'assurer, moi, d'être dans une situation où est-ce que les gens savent qu'est-ce qu'on va faire. J'ai un plan de projet de fait. J'ai des plans qui sont faits. C'est pas moi qui s'assoit, qui fait tous ces plans-là. C'est pas moi qui prends un marteau qui va commencer à travailler. J'étais en train de jaser avec quelqu'un, justement, hier, que tu prends le galon de peinture pour aller peinturer toi-même, tu t'en sortiras jamais. C'est ça, dans le fond, l'esprit entrepreneurial, c'est d'avoir des gens de confiance qui travaillent pour toi, qui sont là pour toi, pour t'appuyer dans tes projets. Et si je regarde pour mon flip, oui, je suis quand même impliqué, mais il y a beaucoup de choses que je suis capable de déléguer. Et c'est ça qui fait que mes projets se réalisent, mais j'ai une très bonne équipe autour de moi. Et côté chalet, ben, j'ai des partners que, dans le fond, eux ne maîtrisent pas le volet chantier, mais maîtrisent très, très bien le côté chalet. On travaille en équipe, c'est la même chose. Et ce côté-là, on fait tout ça en équipe. C'est ce qui fait que tu es capable d'en réaliser beaucoup et même d'avoir d'autres projets qui sont acceptés ou peut-être en voie d'être acceptés. Ben, dans ce cas-là aussi, la minute que le niveau d'occupation augmente, le partenariat va augmenter, travailler avec des gens ensemble, se séparer le travail, de travailler en équipe, c'est beaucoup ça et ça rend tout ça plaisant en même temps aussi. OK, excellent. Puis, j'aimerais ça poser une question aux gens qui sont en ligne. Qui a fait un flip à ce jour? OK? Qui a fait un flip à ce jour? Fait que vous me répondez oui ou vous me répondez non. Fait que ça va être assez simple comme question. J'ai hâte de voir les réponses qu'il va y avoir dedans. J'ai Jasmin qui donne des commentaires. Votre livre est très bon, soit dit en passant, et très instructif. Merci beaucoup, Jasmin. On a Pierre Papillon qui a donné son lien. Sophie nous a mis sur Internet le lien vers la visite qu'on a faite de Flip à un certain moment donné, il y a à peu près un mois, d'un de tes flips. On a John qui demande « Salut Gilbert, est-ce que c'est toi qui as un chalet locatif à Fiche-Bay? Comment tu as fait pour avoir ce droit dans cette région? Normalement, c'est fermé une nouvelle accréditation. » Le zonage le permettait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré avant tout de faire une validation avec la municipalité. La municipalité nous avait donné son accord. On avait procédé, dans le fond, on n'a pas eu l'accord formel, donc l'émission du permis avant l'achat. Ça a été fait après l'achat. Mais on a fait toutes nos validations et on s'est assuré, dans le fond, de faire également quelque chose qui était en harmonie avec le milieu. Ça, c'est le volet qui est très, très important. Donc, d'arriver là et de dire, mais je vais monter une tour à condo là-bas et faire de la location à court terme, c'est sûr que ça ne s'harmonise pas avec le milieu et le milieu n'est pas très intéressé. On voudrait continuer justement à travailler avec la municipalité. Et l'idée, c'est toujours d'être en amont et d'impliquer la municipalité dans la démarche pour que on fasse quelque chose où est-ce que eux vont être contents, on va être content et les gens qui sont là localement autour de nous. Donc, c'est tout ça en harmonie avec le milieu. Fait qu'on a eu 6 personnes qui ont dit qu'ils avaient fait des flips et 14 personnes qui en ont pas fait. Ça fait que ça fait à peu près le tiers des gens qui ont déjà fait des flips qui nous écoutent. Yes! Est-ce que c'est quoi la clé du succès selon toi pour réussir des flips de ce temps-ci avec le corona? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis à la course. Mais, absolument. Toi, c'est quoi la clé du succès que tu vois? S'assurer de demeurer discipliné. J'ai beaucoup d'offres d'achat qui sont en cours, en discussion de devenir des offres d'achat. Les gens sont encore dans l'illusion que c'est exactement le même marché avant le confinement. Ils demandent des prix très élevés, ce qui fait en sorte que c'est risqué pour quelqu'un qui fait un flip d'arriver là
et de se fier à un aspect comme la surenchère et de dire, ben c'est pas grave, moi, même si je paye un peu trop maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'à la revente, je vais avoir de la surenchère. Ça, il faut être très prudent avec ça. Et c'est un danger actuellement. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je demeure discipliné et je m'assure toujours d'avoir un profit à l'achat qui est présent. Donc, d'acheter en bas de la valeur marchande, ce qui fait en sorte que je me fie pas tout simplement sur la plus-value que je veux créer à travers les rénovations. Et c'est ça la clé. Et de s'assurer de garder l'échéancier court, de garder le contrôle des dépenses parce que ça peut monter très, très vite et de s'assurer d'avoir un profit à l'achat. OK. Mettons qu'on y va avec les 3-4 choses que tu viens de donner. Quand tu dis un profit à l'achat, tu cherches combien de profit par rapport à la valeur marchande? C'est 5 10 20 C'est quoi tu recherches? Tu sais, moi, je suis moins un gars de pourcentage. Moi, c'est vraiment une notion en termes de dollars qui va m'intéresser. Okay. Mais prenons un exemple, par exemple. Si je fais l'adéquation, là, un 10% serait raisonnable. Ouais, un 10%. Un 10% serait raisonnable de ce côté-là. C'est ce que je vais rechercher dans le cadre d'un projet. J'ai tendance à être plus pessimiste aussi avec les projections que je veux faire. Ça, c'est le vécu qui rentre parce que des fois, veux pas, t'as des imprévus. Hein? Tu les calcules dans ton projet, mais quand que tu choisis des créneaux comme le mien, moi, j'ai dit toujours, moi, j'aime ça acheter des quasi-poubelles. Ben, dans ce cas-là, il faut que tu te laisses un peu de marge aussi. Fait qu'on a acheté en bas du marché. Puis après ça, tu as parlé des délais. Oui. C'est quoi un délai pour toi? Explique-nous aux gens qui sont là en ligne, avec le corona présentement, est-ce que le délai s'est allongé ou il s'est raccourci? Actuellement, si tu mets quelque chose sur le marché maintenant, tes délais vont être raccourcis, tu vas être capable de vendre assez rapidement. Si tu mets quelque chose, d'après moi, et c'est sûr, c'est très hypothétique, hein, donc comme on dirait, don't quote me hein, par rapport à ça. Mais cet automne, ça se peut que ça commence à ralentir un peu. Quand tu parles d'un délai usuel d'un projet, un projet quand même d'envergure, comme celui que tu as vu, je suis en train de faire, c'est un 3-6 mois entre le moment où est-ce que tu as acheté la propriété et que tu la mets à vendre, et qu'elle est vendue, excuse-moi. Ça, il faut s'assurer de le garder le plus gros possible. Parce que un projet comme ça, en particulier quand tu as un prêteur privé d'impliqué, le prêteur privé, c'est le meilleur ami de celui qui fait du flip. Par contre, ça peut rapidement devenir le cousin que tu veux pas trop voir. Là. Ouais, exactement, là, parce que lui, il fait du profit tout le temps, puis si le délai s'élonge, ben toi, ton profit diminue, puis le prêteur privé, il augmente. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Et il faut dire la particularité du prêteur privé, il veut pas nécessairement non plus que ton projet s'allonge parce que oui, tu vas continuer à payer des frais d'intérêt, mais lui, ce qui est intéressant pour lui aussi, c'est les frais de dossier qu'il fait. Donc, il veut faire tourner son argent à travers plusieurs projets et non pas de rester menotté avec toi pendant une année. Parfait. Excellent. On a Vincent qui nous dit qu'il a fait 11 flips à date. Bravo, Vincent. Wow. Fabrice qui nous dit comment s'assurer de faire un profit à l'achat lorsque le marché est pour les vendeurs. Bonne question, ça. Très bonne question. Il faut que tu vises des propriétés que quasiment personne veut. C'est là que tu vas être capable de faire ce genre de move-là, parce que sinon, si tu t'en vas vers la propriété qui est presque totalement clé en main, tout ce que tu as à faire, c'est de passer la mop dedans. C'est définitivement possible. Mais dans ce type de marché-là, c'est plus difficile. C'est là que d'acheter des choses que vraiment, écoute, t'es quasiment le dernier qui veut acheter ça, ben c'est ça qu'il fait. Puis tout est calculé, hein, sans prendre des risques extrêmes, mais tu peux très bien faire 50 000, 100 000 de travaux sans problème, tu sais, de ce côté-là, et tout se déroule comme tu as planifié. La clé, c'est de pas te compter des histoires et de dire justement, oui, ça va vraiment coûter ça. De pas dire, ah, mais je couperai ici, ah, je couperai là, et qu'en réalité, après, tu arrives à la fin et que tu fais même pas d'argent sur ton projet. Exact. On a Mario Bouchard qui dit oui, mais avec tous les médias qui nous annoncent à la TV, à la radio que les prix des maisons vont baisser, t'as pas peur d'investir dans le flip? Pourquoi t'attends pas 1 an ou 2 avant d'investir au lieu de faire ça tout de suite? Ça va dépendre du projet. Sincèrement, des propriétés où est-ce que des gens ont quand même besoin de se loger. C'est pas la province de Québec au complet qui a perdu son emploi. C'est très triste pour ceux qui l'ont fait, qui ont subi ça.
mais c'est pas tout le monde non plus qui en veut. Donc, les gens ont quand même besoin de se loger. Les gens ont quand même besoin d'une maison, une propriété, une belle propriété clé en main. Ça peut être quand même très intéressant. Peut-être je me lancerai pas dans un projet où ce que je revendrais un produit de grand luxe, c'est un produit de en haut d'1 million. Là, peut-être ce serait un peu plus risqué de faire un flip dans cet environnement-là. Mais quelque chose qui est plus raisonnable comme prix d'entrée, ça se fait très, très bien. La clé, c'est de s'assurer aussi qu'on est capable de créer de la valeur parce que c'est pas dans tous les secteurs. Donc, des fois, tu vas regarder des secteurs et même si tu payes pas cher, même rénover, ça se vend pas cher. Alors là, tu mets de l'argent dans la propriété et tu peux pas forcer cette création de valeur-là. Ouais, mais pour répondre à Mario, j'ai plusieurs étudiants qui font du flip présentement et c'est fou raide comment ça se vend. Il manque, si tu as lu mon article dans le Journal de Montréal, tape Ghislain Larochelle, Journal de Montréal, et c'est là, pas cette semaine, la semaine d'avant, j'ai demandé aux gens de mettre leur maison à vendre parce qu'il manque d'inventaire. Les gens ont peur d'aller acheter leur prochaine maison. Ils ont peur de vendre parce qu'ils ont peur d'être capables de trouver leur prochaine maison. L'an dernier, il y avait 93 000 maisons à vendre, Mario, sur Centris. Hier ou cette semaine, il y en avait 65 000. Hey, c'est 30 000 maisons de moins. Là. Ça veut dire qu'il manque de stock, il manque d'inventaire. Puis, et que on a eu Joanie Fontaine qui est venue nous expliquer un peu qu'est-ce qui arrive de ces temps-ci. C'est que les gens, les autres crises qu'on a eues immobilières, les gens mettaient leur maison en vente sur Internet avec les courtiers. Et là, il est venu avec un surplus d'inventaire, tandis que là, tout le monde a breaké. Fait que, je voyais descendre ça à toutes les entrevues, les maisons en vente, ça diminuait. Et tout le monde a breaké. Là, on est rendu d'un problème inverse. Il manque de maisons. Fait que là, j'ai eu Francis Lavoie en entrevue à un moment donné. Il dit, Ghislain, j'ai 40 acheteurs par semaine que je trouve, des nouveaux acheteurs dans notre business. Il n'y a plus d'inventaire, il n'y a plus de maison. Et quand vous avez une maison qui est rénovée, dis-moi si j'ai raison, Gilbert, quand tu as une maison qui est rénovée dans un coin, puis tu as 22 autres maisons à côté qui n'ont pas été rénovées, les gens ont beaucoup d'intérêt vers les clés en main. Absolument. Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Et justement, ma plus grosse inquiétude actuellement n'est pas justement de pas faire d'argent sur un projet que j'ai en cours, mais plutôt de trouver le prochain. C'est pour ça que je reste quand même très actif parce que, comme tu dis, il n'y en a pas d'inventaire dans ce cas-là. Et même les cas que je suis en train de travailler hors marché, ben les vendeurs aussi le savent qu'il n'y a pas d'inventaire, donc ils ont des attentes beaucoup plus élevées en termes de prix de revente. Et c'est pour cette raison-là aussi que je demeure très, très proche en vigie. J'en ai un justement que je vais lui dire aujourd'hui, ben, regarde, teste le marché, mets-les en vente, et puis moi, je vais garder un suivi très, très serré avec lui de ce côté-là parce que on n'est pas capable de s'entendre justement sur un prix aujourd'hui ensemble. Excellent. Et Fabrice qui dit comment s'assurer de faire un profil non, ça on l'a vu. Philippe, salut Gilbert, quelle méthode utilises-tu pour trouver les deals? Puis Jasmin demande la même question. Est-ce que tu utilises un courtier? Oui, absolument. Mon courtier demeure de loin la meilleure source pour des deals. J'ai une visu très étroite, moi aussi, de ce côté-là. Il y a des propriétés qu'on va spotter qui sont carrément sur le marché. Souvent, c'est des propriétés qui ont des problèmes. On va les spotter, mais on sait qu'ils sont trop chers. Et là, on va commencer à le suivre, justement, de voir ce qui se passe. Des fois, quand le prix est intéressant, on va rentrer une offre tout de suite. On va commencer à négocier. Dans d'autres cas, où est-ce que le prix est aujourd'hui trop cher, on va suivre les baisses de prix. Et à un moment donné, au bon moment, on va rentrer une baisse de prix, en particulier une promesse d'achat, en particulier si une propriété, mon courtier a vu que justement, il y a eu une promesse d'achat acceptée et qu'elle est revenue sur le marché. Là, ça peut être super intéressant dans ce cas-là parce que des fois, c'est pas payant d'être le premier qui rentre la promesse d'achat, mais souvent, quand t'es le deuxième ou le troisième, là, ça se peut que ça en vale la peine. Excellent. On a Patrick Lemay qui dit c'est ça le problème actuellement, on est dans un marché de vendeurs, ça fait que tout se vend super rapidement. Tiwa qui dit est-ce qu'il y a une différence entre un flip de maison et un flip de plex? Une différence entre
en termes de projet, moi, personnellement, j'aime mieux les flips d'un petit plex. Pourquoi? Parce que ça amène un revenu pendant que tu es en train de réaliser ton projet. Ça, c'est un aspect qui est très, très, très intéressant. Par la suite, par rapport à exécuter le chantier, non, c'est la même chose quand tu es en train de faire des travaux dessus. C'est la même chose. Ça peut être très attrayant un flip de plex aussi parce que le propriétaire occupant va avoir une très très belle unité qui pourra habiter lui dedans avec sa famille. Va minimiser sa mise de fonds s'il prend un prêt assuré avec la SCHL ou avec Genworth. Et en même temps, ben, ça lui amène des revenus, donc ça l'aide à payer son hypothèque. Donc, ça lui permet d'accéder à la propriété plus rapidement. Excellent. Puis, côté profit de flip de plex, flip de maison, qu'est-ce que tu as vu à date avec ton expérience? Non, ça a tendance à être plus intéressant avec un plex, justement, parce que les gens sont prêts à payer un peu plus cher parce que les revenus sont là. Et ce que les gens aiment aussi, c'est que en rénovant un petit plex, si tu leur présentes également moi, c'est ce que je fais quand que je mets en vente. Je leur démontre dans un cas où est-ce que j'ai le loyer en bas du prix du marché pour le locataire, mais ce que je vais leur démontrer, c'est que regarde, tu peux continuer à faire des travaux et tu as un potentiel qui est là actuellement pour justement aller chercher des revenus supplémentaires et utiliser cet argent supplémentaire-là pour accélérer tes paiements d'hypothèque. Les gens souvent aiment beaucoup, beaucoup ça quand que tu veux leur présenter ça de cette façon. Ouais, surtout dans les villes que tu peux propriétaire occupant puis tu te perds du locataire en haut. Ça, c'est super bon. Puis, dis-moi donc, on parle de valeur marchande. Est-ce que la valeur marchande présentement, tu as vu qu'elle a baissé en temps de crise, qu'elle a monté ou c'est resté stable? C'est assez stable avec ce que j'ai vu. Il y a certains cas où est-ce que moi je surveille les ventes aussi, parce que je vais être dans une situation où ce que je vais mettre en vente, la surenchère est encore là, est encore là à la vente. Oui. Je le vois avec des propriétés clés en main. Et des fois même aussi avec des propriétés que c'est surprenant, on va regarder ça et dire « Wow, il a payé ça! » Jamais de la vie, j'aurais payé ça. Faut dire aussi, moi, je le regarde avec un œil d'investisseur et non pas l'œil d'un propriétaire occupant. Dis-moi donc, quand tu trouves tes derniers flips que tu as faits, mettons, on retourne de 1 an, 2 ans, combien de flips tu as trouvé sur Centris et combien de flips il est venu d'ailleurs? Je te dirais la majorité, ça a été trouvé sur Centris. Les gens pensent qu'on peut pas trouver des deals là. J'ai trouvé des cas hors marché aussi, mais je te dirais la grande majorité viennent de sur Centris. Au fait, c'est pas compliqué. J'applique ce que tu m'avais appris il y a quand même quelques années de ça. Je vais m'assurer d'aller regarder certains mots-clés quand que la propriété est en vente, donc spécial pour bricoleur, pour rénovateur, propriété avec rénovation. Je vais vraiment avoir l'œil sur ces cas-là. Les cas où est-ce que ça, une bonne affaire que ça, c'est vrai, c'est un très bon tuyau. Tu m'avais appris ça il y a des années de ça dans le coaching, donc je m'en souviens encore. Quand que tu vois qu'il y a juste une photo de la propriété qui est affichée à l'extérieur et c'est tout, quand c'est la première journée, c'est quand même normal parce que les photos vont charger après ça par la suite, habituellement une couple de jours plus tard. Mais quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, ça, c'est un indicateur que justement la propriété risque de pas être très, très belle à l'intérieur. Et dans ces cas-là, il faut pas se gêner. Le courtier a souvent des photos. Donc, tu lui demandes, as-tu des photos avant que je visite? Et ça peut bien utiliser ton temps aussi. J'ai utilisé cette stratégie-là justement dernièrement. C'est une propriété qui est atroce. Là. Il y a une bâche qui recouvre toute l'arrière de la propriété. Écoute, c'est laid comme tout. Là. Mais quand j'ai demandé les photos intérieures, j'étais quand même agréablement surpris. C'était pas si pire. C'est le bordel, là, il faut le dire, mais comparativement à mon standard habituel, c'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire, toi, faut faire attention. D'autres personnes diraient « Oh, c'est atroce, je n'ai jamais vu une affaire comme ça. » J'ai d'ailleurs un courtier qui m'a demandé mon avis dernièrement sur une propriété. Il m'a dit « C'est la pire affaire que j'ai vue. J'ai jamais vu ça de toutes mes années comme courtier. » Finalement, quand j'ai été voir, personnellement, je trouve ça très propre. Tout a besoin d'être refait, mais c'était quand même impeccable. C'est pas comme si la moisissure partout, c'est tout sale. Non, c'est juste très vieux. Ça n'a pas été rénové depuis 60-70 ans. On a une question et je vais lui répondre, puis je vais te laisser répondre après. Catherine qui dit
Pensez-vous que cet automne, l'inventaire risque d'augmenter pas mal suite à la situation financière des derniers mois? Ben, qu'est-ce qui va arriver, Catherine? C'est qu'il faut penser à l'inverse. Quand les gens ont des problèmes financiers ou qui ont perdu leur job, ils mettront pas leur maison à vendre. Ils iront pas changer de maison. Fait que selon moi, il n'y aura pas une augmentation d'inventaire. Mais toi, qu'est-ce que tu vois, Gilbert, de ton coin? La seule chose que je verrais qui ferait augmenter l'inventaire, c'est les personnes qui ont acheté, ce qui intéresse quelqu'un qui a une perte d'emploi, une perte de revenus importante, et que la personne, justement, avait fait différer ses paiements d'hypothèque. Arrivé à l'automne, au mois de septembre, ces mesures-là, à moins que ce soit reconduit, vont prendre fin. Quand ils vont prendre fin, ça se peut qu'on commence à voir l'inventaire monter, mais pas partout. Là, à reste à voir parce que c'est certain, c'est pas comme si toutes les banques tout d'un coup vont vouloir commencer à passer tout le monde en reprise. Là, parce que là, ça va être un désastre pour les banques de gérer toutes ces reprises-là. En passant, ils ont tout arrêté les reprises. Hein? Les reprises bancaires ont baissé de 70 %. Il n'y a plus juste les prêteurs privés maintenant qui font des reprises parce que les banques, ils ont mis un break là-dessus. Et on va voir s'ils vont reprendre. Puis, oubliez pas qu'il y a beaucoup de maisons à vendre que Gilbert va acheter. C'est des personnes âgées qui s'en vont dans SCHSLD. Est-ce que vous pensez que c'est tentant de se lancer d'aller dire on va s'en aller dans un CHSLD pour aller prendre Corona puis mourir plus vite? Non, c'est pas une belle place à aller présentement. Et que c'est sûr qu'il y en a des CHSLD, des résidences qui fonctionnent très bien, mais je suis pas sûr que monsieur, madame, tout le monde a le goût de s'en aller dans ces endroits-là. Fait que ça va limiter le nombre de maisons aussi à vendre sur Internet. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Excellent. Fait qu'on s'en va avec 3 conseils pour les investisseurs, si tu pourrais nous donner. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Premier conseil que je dirais, avant tout, c'est de s'assurer d'avoir un beau profit à l'achat. Donc, d'acheter en bas de la valeur marchande. Que je le dis tout le temps quand que je donne des cours, il y a 2 notions en immobilier. Il y a de l'investissement, il y a de la spéculation. Il n'y a aucun problème de faire de la spéculation. Il y a des gens qui font de la spéculation, puis ça va très bien pour eux. La clé, c'est de ne pas penser, quand on est en train de spéculer, qu'on est également en train de faire de l'investissement. Pourquoi? Ben, c'est parce que la spéculation, tu vas dire, si je m'en vais là, je vais avoir de la surenchère. Il y a certaines personnes que ça va être très, très payant de faire ça. Mais il faut faire attention parce que le risque va augmenter aussi en même temps. Quand on va faire de l'investissement, ben, on va s'assurer que le projet est au maximum de sa prévisibilité et d'être prévisible au maximum là, quand on fait notre projet. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, ne pas laisser quelqu'un d'autre prendre charge de votre projet. Il y a des gens qui vont me dire je veux donner tout ça clé en main à quelqu'un, je m'en lave les mains, il s'occupe de ça. OK, mais c'est votre argent, c'est votre projet. Quand que vous n'êtes pas impliqué dans la gestion, et quand que je dis impliqué, c'est pas de commencer à prendre le pinceau et de peinturer, mais quand que tu n'es pas impliqué activement dans la gestion de ton projet, c'est certain qu'à un moment donné, ça va te coûter très, très cher là, quand que tu fais ton projet. Le troisième conseil que je donnerais, ce serait de s'assurer de connaître ton secteur. Il y a des gens qui vont arriver dans un secteur, comme par exemple, je connais Montréal comme le fond de ma poche. Je connais très, 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 très bien Montréal. Couronne Nord, Couronne Sud aussi. J'ai grandi sur la rive sud de Montréal, donc je connais très bien ça. Pour moi, aller faire un flip en Abitibi, je connais pas le secteur. Je peux embaucher tous les corps de métier, je peux tout coordonner à distance. Parmi des choses, il y a la notion de la distance qui va pas m'aider, donc je pourrais pas avoir un œil quand même sur mon projet pour aller voir mon chantier. Deuxième chose, je ne connais pas les corps de métier. Quand tu n'es pas présent, les gens le sentent. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de réaliser un projet dans une autre région. La manière que tu vas réussir à faire ça, c'est avec des associés. Avoir un partenaire qui est local, qui a un intérêt dans ton projet aussi, de le faire ensemble. Donc, ça vraiment, ces 3 conseils que je dirais sont importants à suivre. Puis, j'essaie d'appliquer ça rigoureusement là, quand je fais mes propres projets. Parfait. On a M. Pierre Papillon, du prêteur privé, qui dit les délais de légal de 60 jours ne comptent plus. Ils ont été suspendus à cause que les cours ont été fermés. Merci, Pierre. C'est un bon point, c'est vrai. Sophie qui dit peut-être alors que de transformer une maison unifamiliale
en bigénération pourra être vendeur? Reste à savoir, on ne sait pas. Oui, mais il faut faire attention parce que quand que les gens, quand que tu vois beaucoup de listings comme moi, c'est marqué possibilité de bigénération. Souvent, c'est ce qui est marqué. Si le courtier a de l'expérience, le courtier va marquer dans les notes, c'est vérification à effectuer par l'acheteur. Ce que ça veut pas nécessairement dire que parce que la propriété est propice par la manière qu'elle est bâtie de faire une bigénération avec, que la municipalité va te laisser faire ça, parce que ça prend un permis pour faire ce type de projet-là. Donc, c'est important, il faut garder ça en tête. Ça se peut que ce soit un créneau très intéressant. Il faut que le secteur soit justement intéressant pour faire ça aussi. Ça prend aussi une plus grande maison, hein, souvent quand on va faire ça. Donc, arriver à faire ça dans une mini-maison, ça risque de pas être le plus intéressant. Parfait. On a Nick qui dit, lors d'un flip, c'est quoi les rénaux les plus importants à faire, à part la cuisine et la salle de bain? OK. La peinture est essentielle. Même si la peinture est acceptable, je vais toujours peinturer la propriété. Cette odeur de peinture neuve-là, c'est important parce que ça donne un signal aux gens comme quoi la maison a été rénovée. Le paysagement est très souvent négligé. J'ai déjà fait cette erreur-là dans un projet passé où est-ce que j'avais mis moins d'importance au niveau du paysagement. Ce que ça a fait, c'est que justement, j'ai commencé à voir les commentaires lors de la mise en vente. C'était quand même acceptable à mes yeux, mais les gens, ils voyaient ça comme une grosse tâche et justement, ça je me rappelle de cette raison-là. Regarde, quand je dis en blague, là, il y a des secteurs justement du Grand Montréal que je veux plus passer en auto, là. Ben, c'est ça. C'est celle-là. Tu connais très bien le cas en question. Si le train français est vieux, est-ce que tu l'aurais fait pour éviter des problèmes futurs? S'il est vieux, non. Au fait, la réponse, hein, Justin, je vais donner une vraie réponse d'ingénieur. Ça dépend. OK, c'est bon. Ça, c'est qui dit ça. Mais en gros, si je vois qu'il y a des cernes d'eau un peu partout ou qu'il y a une belle ligne droite tout autour de la fondation qui est visible, et ça, c'est un des signes que le drain français serait à refaire, je vais me poser la question, est-ce que je le remplace ou non? S'il y a de l'eau qui rentre, ça, c'est un très bon indicateur. Le fait de dire qu'il est vieux n'est pas une raison de refaire un drain français. Il peut être très bon. Exemple, si tu fais un projet, disons que tu achètes une propriété qui a un problème de pyrite. Donc, tu as un gonflement important au niveau de la dalle du sous-sol, la dalle de béton au sous-sol. Mais si tu corriges ça, ben, c'est un non-sens de ne pas installer un drain français intérieur en même temps quand tu as une propriété qui est plus âgée. Ce serait un non-sens de ne pas s'attaquer à ça parce que le coût va être négligeable rendu là. De toute façon, tu refais la dalle. Mais le faire juste pour le plaisir de le faire, non. T'es là pour corriger un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Excellent. Très bonne réponse. Flip de maison mobile, qu'est-ce que tu en penses? La valeur de revente n'est pas là. Écoute, tout dépend. Hein? C'est une question. Il y a un être très sage qui m'a déjà dit il n'y a pas de mauvaise propriété, juste des mauvais prix. Un être très sage qu'on connaît tous les deux. Et il faut s'assurer, si on nous donne la propriété, ben, tu as du profit à l'achat. Donc, ça va être essentiellement ton profit. Ta valeur de revente va quand même être limitée de ce côté-là quand tu vas faire ça. Ouais, c'est une question de le calculer, tout simplement. Donc, le prix de revente, moins le prix d'achat, moins les rénaux, moins les frais de détention va donner ton profit. Et là, tu vas chercher ton profit. Et on a une dernière question en terminant de Danny Paquin. Qu'est-ce que tu penses des condos pour faire des flips? Tu peux faire un flip de condo, définitivement. C'est un beau créneau à exploiter. Là, il faut que tu fasses très attention. C'est de voir qu'est-ce que le condo va te demander en termes de réglementation. Il y a certains condos qui vont exiger des conditions très strictes par rapport à la nature des travaux que tu vas réaliser, les heures où des travaux peuvent être faits, le choix des matériaux, la performance acoustique des matériaux. J'ai déjà eu un projet avec un de nos étudiants, Justin, que j'avais analysé. Et quand on avait passé à travers les réglementations, ils exigeaient de faire venir un acousticien, un expert en acoustique pour faire la conception
pour faire les couvre-planchers. Ça avait aucun bon sens. Et à la fin, le projet est tombé à l'eau à cause de ça parce que je lui disais, le problème, c'est que tu as une facette majeure de ton projet que tu ne contrôles pas. Donc, imagine que ce gars-là te dit, t'arraches ça, t'arraches ça, t'arraches ça. Lui, il s'en fout, là. C'est pas lui qui fait le projet. Lui, il va s'assurer que ça va être sur la coche et d'avoir la meilleure performance acoustique. Mais c'est là que j'ai dit justement que le projet était pas viable. On trouve souvent ce type de réglementation-là à Île-des-Sœurs pour ceux qui font des projets là-bas à Montréal. Excellent. Et pour ceux-là qui aiment les entrevues mots faciles, allez cliquer sur j'aime. Je vais mettre mon point à bonne place. Et un beau cœur à notre ami Gilbert un matin. On a une autre question qui est rentrée, Gilbert. Kat qui demande, est-ce qu'un flip de maison avec une maison qui a très peu de terrain, est-ce que tu t'en vas vers ça? Puis j'ai hâte d'entendre ta réponse. S'il y a très peu de terrain, oui. Moi, il n'y a rien qui m'empêche de faire cette propriété-là parce que je vais également la comparer à d'autres propriétés qui ont également très peu de terrain. Si je ne trouve aucun comparable à ça, ben là, mon risque va augmenter. Quand mon risque augmente, moi, je vais me discipliner à faire baisser mon prix d'achat à moi dans ce cas-là. Donc, il n'y a rien qui va me limiter, mais un élément très important. Des fois, quand il y a très peu de terrain, la propriété n'est pas légale au sens de la ville. Des fois, elle peut avoir des droits acquis, mais c'est important d'aller valider au niveau de la municipalité s'il y a des avis d'infraction qui ont été émis, s'il y a des dérogations qui ont été autorisées par rapport à l'emplacement de la bâtisse sur la propriété de part et d'autre, à l'avant et à l'arrière. Et c'est des choses importantes à faire dans notre diligence raisonnable. J'ai vu au Coaching Doom, comme tu sais, ben, c'est toi qui fais visite. Fait que, en passant au coach, ben, on pourra prendre quelques minutes pour l'expliquer. Au Coaching Doom, on fait des visites d'inspection, OK? Et à un moment donné, je me rappelle d'avoir vu une maison, je me rappelle plus dans quel quartier à Montréal, là, et la maison, tout le terrain était en avant. Là. C'était pas au centre-ville. Là. Il y avait peut-être un 5000 pieds de terrain. Et c'était sur un coin de rue. Il y avait seulement 6 pieds en arrière de la maison et tout le terrain était à gauche de la maison, pas en avant. Puis, et que je l'aimais pas celle-là. Finalement, on l'a pas acheté. Puis, ils ont eu de la misère à vendre de cette maison-là. Là. Ça a été un cauchemar pour eux autres. Le terrain arrière par rapport au ça, c'est en banlieue. Fait que je vais faire attention à ça. Peux-tu expliquer comment fonctionnent les visites de terrain, les visites de maison dans le Coaching Doom, comment se passe la journée? En attendant, s'il y en a qui ont d'autres questions. Bon, première des choses, comme c'est moi qui donne cette partie, très souvent cette partie de la formation-là, là, il faut que je me plug moi-même. C'est la meilleure partie de la formation. Mais, blague à part, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se planifier une journée où est-ce qu'on va visiter 3, 4, 5 propriétés. Plus souvent, on essaye de viser 5 propriétés qu'on va visiter lors de cette journée-là. Et ce qu'on fait, c'est que vous la visitez avec mes yeux. On fait le tour de la propriété, on va évaluer tous les travaux, beaucoup de types de problèmes et les propriétés sont choisies en même temps pour leur potentiel d'investissement. Donc, c'est vraiment de la vraie pratique. On n'a pas comme les pompiers une propriété qui est une vieille propriété qu'on s'en sert pour des fins de formation. Non, c'est vraiment du live ce qui est là. On va les visiter, on est des investisseurs, on achète. Donc, c'est pas juste la formation, on est là pour acheter. Donc, on est une caravane d'acheteurs. On va arriver là, on va la visiter, on va calculer tous les travaux et tout ça se fait entre, je dirais, 9h et à peu près 13h, 13h30. Ça fait une bonne journée, donc c'est pour ça qu'on avertit les gens de s'en venir et de s'amener des petites choses à grignoter dessus. Après ça, on se dirige vers un restaurant. On se dirigeait vers un restaurant du coin. Là, on va un peu adapter, puis tu pourras l'expliquer, notre façon de faire, et on analyse les cas. On va faire un tour des rénaux. On va comparer ce que ça donnait. Je fais mes propres calculs aussi. Donc, c'est là aussi que l'instruction entre. Je dis, t'as pas pensé à ça, pense à ça, t'as ça à faire aussi. Et on va sortir les comparables que le courtier avait préparés au préalable pour établir le prix à la revente, ce qui nous permet de travailler à l'envers et d'établir notre prix d'achat et qu'on va avoir des offres de déposer sur les propriétés. Et c'est des superbes journées. C'est la partie pratique. C'est unique ce qu'on fait là. On va vraiment passer à l'action. Donc, c'est pas juste t'es assis en salle de classe et t'écoutes, là. Tu t'appliques tout ce qui est venu avant ça, justement, dans les différentes formations qui sont incluses dans le Coaching Doom.
Excellent. Merci beaucoup. On a Stella qui demande, est-ce que vous achèteriez un Plex s'il y a un consommateur de marijuana dans le sous-sol et qui semble aussi planter, il y a le mot semble, qui semble aussi planter de la marijuana dans son appartement? OK. Première des choses, si tu as des choses comme ça va ressortir lors de l'inspection. Donc, c'est très important. Il faut faire attention quand on touche à ce type de propriété-là parce que première des choses, les travaux risquent d'être envergure. Quand il y a du trafic de stupéfiants ou quand il y a de la pousse de stupéfiants dans la propriété, tu dois fournir justement un test d'air qui te démontre que tout est sain, tout est propre parce que ça cause beaucoup de dommages quand quelqu'un va faire pousser du cannabis dans une propriété. Si la personne consomme, l'odeur est quand même très forte, mais ça, il y a des méthodes pour gérer justement, te débarrasser de cette odeur-là. La première, ça va être la manière que tu vas peinturer, donc ta préparation des murs, parce que cette odeur-là est tellement forte que ça rentre dans les matériaux. Donc, tu dois gérer ça. Et par la suite aussi, certains autres matériaux que tu n'as pas peinturés, si ou l'auteur, mais il y a des traitements que tu es capable de faire pour enlever les odeurs dans la propriété. Exemple, un traitement à l'ozone, ça peut faire ça. Mais il faut être prudent, hein? Il faut vraiment l'acheter au bon prix. Il faut s'assurer de le revendre clé en main et de démontrer à ton acheteur futur que tout est correct. Et si tu as un locataire qui habitait au sous-sol, ben là, c'est sûr que tu peux pas vendre avec ce locataire-là. Il va falloir que tu te prévois des sous pour soit négocier un départ ou que tu mets dans la promesse d'achat que le propriétaire actuel doit s'assurer de te livrer la propriété totalement vide. Dernière question de M. Patrick Richard. Si tu as un immeuble qui a 3 condos, tu veux convertir en multilogement et non pas faire l'inverse, combien ça coûte et c'est quoi les délais à peu près? Bonne question. J'ai jamais fait le geste inverse parce que plutôt moi j'aurais tendance à viser un propriétaire occupant. Ça, j'ai jamais fait ce type de projet-là. Faut faire attention. Quand tu essaies de faire l'inverse, ou est-ce que tu fais même un condo en indivise, les villes, comme les grandes villes comme Montréal, ont commencé à mettre les breaks là-dessus aussi dans différents arrondissements. Mais je sais pas, toi, Justin, si tu as déjà fait le geste inverse de passer à des condos. Moi non plus, je l'ai jamais fait. Le but de refaire le geste inverse, c'est d'aller diminuer ses taxes municipales, les taxes scolaires, parce que la valeur de l'immeuble va être moins chère. Il faut que le zonage le permette. Est-ce que le zonage permet le multilogement avec du triplex à l'intérieur? Et tu t'enlèves une porte de sortie si des fois tu veux revendre une partie, tu as besoin de refinancer. Pas de coût de travaux. C'est d'après moi, ça va être du cadastrage qu'il va avoir à faire, peut-être 3-4 000. Il faut que tu défasses la convention de copropriété. C'est ça. Tu as notaire, puis tu as de l'arpenteur. Fait que c'est notaire, arpenteur. Fait que peut-être un 10 000, mais mettons là, il va grosso modo, mais prends pas mes chiffres. Là, je l'ai jamais fait, fait que je fais juste estimer à peu près, mais juste bien le regarder. Parfait. Et il faut faire attention, hein, parce que c'est un projet qu'il faudrait vraiment que les chiffres démontrent que c'est payant, hein, parce que je suis pas convaincu. C'est ça, ça vaut peut-être la peine de te payer une consultation avec Gilbert, avec Imo Facile, parce qu'on fait des consultations aussi, juste pour analyser le projet comme il faut, Patrick. Gilbert, on termine avec ça. Un gros merci, puis ça a bien fait que tu aies changé de PC à Mac. Tu vois, là, on te voit très, très bien. T'es pas un Mac, t'es sur mon appareil Android. Ah, OK, c'est bon. Tu m'auras pas de même. Avec son Mac. Avec son PC, je veux dire. Excellent. Hey, un gros merci. C'est toujours un plaisir. Et on va recommencer les visites d'inspection dans les prochaines semaines. Oui. Ceux qui sont avec nous autres avec le coaching double. En anglais, on dit stay tuned pour les prochaines informations. On va être avec vous. On va vous donner plus de détails sur les journées d'inspection. Merci à toi, Gilbert. Merci beaucoup. Un plaisir. Bye bye. Reste en ligne. Merci.